Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes éditorialiste, écrivain, auteur à succès, notamment d'une histoire intime de la Ve République. Et en parlant justement d'histoire, on dirait bien que l'histoire, la grande, s'écrit sous nos yeux. Avec l'accélération du dialogue entre Poutine et Trump, Emmanuel Macron est à Washington pour parler essentiellement du conflit en Ukraine qui a démarré il y a 3 ans, jour pour jour. Est-ce que vous croyez, François-Olivier Gisbert, que le président français peut encore réussir à convaincre le leader américain que l'Europe n'est pas sortie de l'histoire? Je crois pas. Je crois pas, mais on vit un moment historique. Historique, vraiment. Moi, j'ai le sentiment de vivre une des grandes... j'ai vécu des tas de choses, à commencer par la chute du mur de Berlin, et j'ai l'impression qu'on vit quelque chose d'énorme. On l'a senti d'ailleurs dans ces déclarations hallucinantes, dégoûtantes de Donald Trump sur Zelensky. Avec l'idée qu'il peut faire cette paix avec Poutine et qu'il va s'entendre. Je comprends très bien, il a des arrière-pensées. Il a évidemment l'arrière-pensée d'avoir la Russie avec lui dans le face-à-face qu'il compte avoir dans les prochains mois ou années avec la Chine. Voilà, c'est son sujet, et il pense qu'il peut amarrer la Russie. La Russie, en fait, c'est pas grand-chose, hein. C'est quoi? C'est un petit PIB, la richesse nationale à peu près égale à l'Espagne, pour 140 millions d'habitants. C'est énormément de ressources naturelles, mais c'est un pays qui est très mal géré, avec évidemment simplement une force militaire incroyable. C'est une grande partie évidemment du PIB, c'est le PIB le plus important, d'ailleurs la part du PIB la plus importante quand vous regardez dans le monde. Nous, on laisse... pisser le mérinos depuis quand même des décennies. Il y a eu un effort qui a été fait par Emmanuel Macron, puisqu'on est maintenant à 2,2, mais quand on se compare à d'autres pays, je pense la Pologne, 4,2% du PIB dévolu à la défense nationale, évidemment les pays baltes, etc. Donc on est dans un moment historique très fort. Qu'est-ce que peut faire Macron par rapport à ça ? Eh ben, quand il dit, par exemple, sur TikTok, enfin, est-ce qu'un président doit s'exprimer sur TikTok? Je ne sais pas, peut-être. Mais quand il dit, je vais dire à Donald, etc., oui, si tu fais ça, non, c'est pas toi, Donald, il faut pas que tu fasses ça. Il peut pas. Il infantilise trop souvent les Français. Franchement, là, quand j'ai vu ça, j'avais honte d'être Français. Vous avez honte d'être Français? Oui, bien sûr, parce que on parle pas comme ça, c'est idiot. On prend les Français pour des imbéciles, ça se passera pas comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la seule façon de négocier ou de parler avec Trump, de toute façon, c'est « tu me fais ça, je te fais ça ». Bon, après simplement dans un face-à-face entre hommes d'État, ça se passe pas comme ça. Est-ce qu'on a encore les moyens de dire les choses comme ça? Oui, bien sûr. Ah, malgré l'inversement de la situation, malgré l'inversement des alliances aujourd'hui. Oui, vous avez raison, inversement des alliances, mais il y a une succession de mauvaises nouvelles. Pourtant, il y en a une bonne. Moi, je le dis comme ça. Vous verrez. La victoire de Friedrich Merz à la chancellerie en Allemagne. C'est un point important. C'est un conservateur, mais c'est un conservateur que n'aiment pas les Américains. Vous n'allez pas me dire que c'est le retour du duo ou du couple, comme certains disent, franco-allemand. Non, parce que la situation n'en est pas là, excusez-moi. L'Europe est dans un triste état, et puis l'Allemagne aussi, économiquement, est dans un triste état, à cause d'ailleurs de la gestion pitoyable d'Angela Merkel. Aujourd'hui, on revoit toutes les bêtises qu'elle a pu faire, à commencer par l'arrêt du nucléaire. Enfin, c'est grotesque. Bon. Mais cette nouvelle c'est une très bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il pense déjà au coup d'après. Il pense que l'OTAN est en mort cérébrale, mais il en tire les conclusions. Il dit on ne peut plus vraiment avoir confiance en Trump si jamais il y a un souci, parce qu'il n'est pas sûr que l'assistance mutuelle jouera avec quelqu'un d'aussi imprévisible et excentrique que Trump. Et donc lui, il dit il est prêt à envisager de rentrer sous le parapluie nucléaire français ou britannique. Et donc l'indépendance par rapport aux États-Unis. Oui, donc indépendance par rapport aux États-Unis. Donc, ce qui est important, ce qui est important, que l'Europe puisse se détacher et que certains vont éviter le parapluie américain. Macron, d'abord là-dessus, il a été bon depuis le début. C'est-à-dire, il a toujours défendu l'idée d'une défense européenne. Ça, il faut le dire, et c'est très bien. Il a raison, parce que l'idée, c'est de sortir du parapluie américain, puisqu'il est percé. Parce que Trump, en fait, il joue personnel, et on voit très bien d'ailleurs l'histoire avec l'Ukraine. C'est atroce ce
qui se passe avec l'Ukraine. Parce qu'il donne l'Ukraine à la Russie, parce que, oui, il la donne, il va leur donner une partie. Ben, enfin, il essaie d'organiser une capitulation, parce que l'Ukraine n'a pas voulu donner ces minerais rares, vous voyez, ces terres rares. C'est quand même ça, c'est toute une histoire de minerais, c'est une histoire de gros sous. Attendez, François Gisbert, vous connaissez très bien l'histoire. Vous avez dit depuis le début de cet entretien que c'est un moment historique. Si vous deviez qualifier par rapport à ce que nous avons vécu dans l'histoire ce moment, quelle comparaison feriez-vous ? Je pense que l'Europe, en fait, elle comprend aujourd'hui qu'elle est abandonnée. Et c'est important. C'est important, si on le ressent tous, il faut en tirer les conclusions. L'Europe, elle a un bel avenir. Je pense que l'Europe, elle doit se reprendre. Il y avait un excellent rapport, le rapport Draghi, d'ailleurs, pour relancer les choses économiquement. Quel numéro ? Je pense que... Comme disait Kissinger, qui en Europe peut le faire ? Mais attendez, qui en Europe ? C'est pas trop le sujet, là. Parce que, de toute façon, ça peut pas être une personne. Quel numéro ça ? Ce sont les bêtises à la Kissinger. Parce que ces gens-là, de toute façon, l'Amérique n'aime pas l'Europe. Historiquement, déjà depuis un certain nombre d'années. Et chez Trump, il y a quelque chose d'un peu nouveau, c'est qu'il a envie de tout casser. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est le jeu, les ingérences. Il y a eu beaucoup d'ingérences pendant la campagne américaine des Européens contre Trump. Donc il se venge, il a fait beaucoup d'ingérences en Allemagne, en faveur évidemment par Musk et Vance interposés, en faveur de l'AfD, c'est-à-dire l'extrême droite allemande, qui était une façon de faire sauter le truc, quoi. D'ailleurs, elle s'en sort très bien à ces élections. Une percée inédite de l'AfD. Et c'est une façon, d'ailleurs, de savonner la planche de Friedrich Merz, qui a finalement été élu, qui a vaincu et bien vaincu. Donc, si vous voulez, le sujet, c'est que cette Amérique, elle a pas, on a changé d'air. Faut pas oublier que Biden, à mon avis, c'est le dernier président américain européen. Il aimait l'Europe. Moi, je l'ai vu souvent quand il venait ici, il connaissait tout le monde, il s'intéressait à tout, etc. Enfin, pas quand il était président, c'est bien avant, mais il avait une culture européenne. Aujourd'hui, c'est pas l'histoire d'avoir une culture européenne ou pas. L'Europe, il ne la calcule pas. Il regarde à l'ouest, il regarde la Chine, il regarde pas seulement la Chine, parce que vous avez l'Inde qui progresse, vous avez vu quand même le trio de tête, l'Indonésie aussi qui arrive derrière. Enfin, ce sont des pays qui marchent bien. Et l'Europe, elle s'affaisse. L'Europe, économiquement, elle laisse tout aller. Mais elle s'affaisse ou elle s'efface ? Expliquez-nous comment on tente, par exemple, de montrer les muscles sur l'Ukraine par rapport aux États-Unis et sur un autre dossier. Et là, j'en viens à la France, François-Olivier Gisbert. C'est le cas avec l'Algérie et ce qui s'est passé après l'attentat islamiste de Mulhouse. On dit ou on ne fait rien, en tous les cas, en apparence. Comment vous expliquez cela ? Est-ce qu'on a vocation à être un paillasson, pour le dire directement ? Ça, je pense qu'il faudra que Emmanuel Macron, à un moment donné, fasse un examen de conscience et revoie complètement sa politique sur l'Algérie. Il a commencé, puisque maintenant il est allé du côté du Maroc, évidemment, parce qu'on peut parler avec le Maroc. Mais l'Algérie, d'abord, c'est un beau peuple, un grand peuple. Il faut toujours séparer les dirigeants des peuples. Moi, j'aime beaucoup les Algériens. Je suis allé souvent aller là-bas. Et j'ai passé toujours des bons moments avec des gens très intéressants. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut parler en rapport de force. Et là, vous avez raison quand vous dites paillasson. On s'essuie, les Algériens s'essuient les pieds sur le tapis français. D'ailleurs, vous avez écrit dans un édito sanglant, je vous cite, « L'Algérie n'a même pas la gratitude du ventre ». Qu'entendez-vous par là ? On l'a beaucoup aidé. On l'a beaucoup aidé. Et puis, je vais vous dire, il y a la complaisance la plupart des dirigeants français depuis longtemps avec les corrompus d'Alger. Il faut les appeler comme ça. Enfin, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Vous parlez de la nomenclature. La nomenclature, mais c'est oui, parce qu'on ne sait pas vraiment qui gouverne. Le père Tebboune, le président, là, c'est un prête-nom, c'est un personnage grotesque. En Algérie, c'est souvent l'armée. Oui, c'est l'armée. Je ne sais pas qui tire les ficelles derrière. Lui, il prend son fric, il se remplit les poches, et puis voilà. Et après, évidemment, il va passer tout ça en France. Et nous, on laisse faire. Vous voyez, ils ont des passeports diplomatiques, ils viennent, ils se font soigner ici. Tout ça, on peut peut-être revoir, tout ça, vous voyez. Et puis, il y a l'accord de 1968 qu'on peut peut-être revoir aussi. Des accords dérogatoires. Mais combien de responsables français ont dit il faut en sortir, il faut l'abroger d'Édouard Philippe jusqu'à Bruno Retailleau aujourd'hui ? Pourquoi on ne le fait pas ? Il y a un petit verrou, c'est Emmanuel Macron. Évidemment, là-dessus, parce qu'il est président de la République, et puis tout ça passe évidemment par une remise en question générale, beaucoup de choses. Enfin,
c'est pas une décision qu'on prend comme ça. C'est pas un Premier ministre qui dit on va arrêter. Ni un ministre de l'Intérieur. Et pourtant, Bruno Retailleau prend François-Olivier Gisbert quelque part l'opinion publique française à témoin en nous disant tous. Regardez, je ne peux pas agir sur l'Algérie, je ne peux pas agir sur les OQTF. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode du parler vrai, mais une forme de déploration également? Ah bah oui, c'est de la déploration, évidemment. Mais ça veut dire, oui, il faudra peut-être s'en occuper, mais ça, c'est pas de son ressort. Je dirais même plus loin, d'ailleurs, le problème de la justice, parce que ce qui est très intéressant dans l'affaire de Mulhouse, c'est qu'il n'y a pas de défaillance de la justice. Là, il n'y a aucune défaillance de la justice. Vous avez bien vu, d'ailleurs, le préfet a demandé qu'il reste en rétention après les 90 jours. Il a demandé, le juge des libertés l'a approuvé, le tribunal administratif l'a approuvé, et c'est la cour d'appel administrative qui a dit non, il faut le relâcher, parce que c'est contraire au droit. Et après, non, mais attendez, ça veut dire là... 10 fois rejeté par Alger. Oui, mais là, il faut changer le droit, tout simplement. Mais pourquoi on ne change pas le droit ? Et regardez, d'ailleurs, il y a une excellente proposition de loi par le sénateur LR du Rhône, François Noël Buffet, qui a été faite pour créer un système un petit peu nouveau avec une peine de sûreté qui fasse que quand on considère que les gens sont dangereux, on ne les relâche pas. On les relâche Mais alors, pas. de quoi sont devenus synonymes les acronymes OQTF, FSPRT là, pour le fichier? De quoi c'est devenu le symbole aujourd'hui? De ce qu'on peut appeler l'impossibilisme. On ne peut rien faire. Mais non, il faut arrêter avec ça. Ça, c'est ce qu'on entend dans la bouche des macronistes depuis 2017. Mais enfin, pour l'instant, ils sont plus au pouvoir, ils ont perdu les élections. Enfin, maintenant, il y a des coalitions. Il faut sortir de l'impossibilisme. On ne peut rien faire. Sinon... Mais oui, on peut tout faire. On est la France. Mais je dirais même, on est l'Europe. Ce sont des grands pays. Regardez De Gaulle en 1958, quand il est arrivé. Tout était par terre. Il a tout remis debout. En 2-3 mois, il y a de l'énergie dans ce pays. Alors, comment vous expliquez que la 6e ou 7e puissance quand même dans le monde n'arrive pas, face à quelques individus sous OQTF, à se faire respecter? Parce qu'elle n'a pas les responsables qu'il faut, ou parce que ces responsables ont peur. C'est-à-dire que je pense que Emmanuel Macron, de ce point de vue, il a souvent la main qui tremble. Mais il faut qu'il la prenne. Il faut prendre des décisions. C'est comme ça qu'on est populaire. On est populaire quand on prend des décisions et que parfois, d'ailleurs, il peut y avoir des manifestations d'1 million de personnes contre vous. Et puis après, les gens, à l'heure du bilan, ils disent... Ah, celui-là, il a fait quelque chose. Exemple, Margaret Thatcher, conservatrice. Exemple, Gerald Schröder, social-démocrate. Exemple, Felipe González, socialiste. Oui, ils ont laissé leurs traces parce qu'ils ont fait des choses. Et effectivement, ils ont eu par moments des grands mouvements de masse contre eux et ils ont osé. Et c'est comme ça qu'un pays avance. Emmanuel Macron a peut-être la main qui tremble, mais c'est nous tous qui tremblons pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. François-Olivier Gisbert, c'est important d'en parler ce matin sur Europe 1 et CNews. Cela fait 100 jours, comme l'a écrit sur X ce matin le ministre de l'Intérieur, que l'écrivain est détenu, avec possiblement une grève de la faim, et libre de devenir français, a écrit Bruno Retailleau, libre de penser contre l'islamisme, libre d'être écrivain. Et oui, pourtant, otage politique. C'est un Français. Le français, c'est d'abord une langue. C'est un écrivain français puisqu'il écrit en français. Et c'est une merveille d'homme. C'est avec son sourire d'ange. Vous l'avez certainement rencontré. Sûr. C'est quelqu'un de merveilleux et c'est un grand écrivain. Et il a le courage de, avec son insouciance, parce que c'est aussi un grand insouciance, mais c'est quelqu'un de très bienveillant. Il a tenu des propos horribles sur l'islamisme. Hein. Et moi, je l'ai vu discuter. Il nous alerte par rapport à l'Algérie, la période sombre. Bien sûr, mais depuis, je l'ai vu avec des islamistes, il est bienveillant. C'est-à-dire, il discute, il parle, il est souriant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas dans la haine. Et là, il y a un système atroce qui essaie de le broyer. Et moi, je pense, comme Kamel Daoud, son ami, le prix Goncourt 2024 pour Ouri, je pense, comme Kamel Daoud, que la prison de Boualem Sansal, c'est aussi la nôtre, ce sera la nôtre. Et je pense qu'on doit être solidaire, on doit se battre. Je sais que le pouvoir, aujourd'hui, essaie de faire ce qu'il peut, c'est-à-dire peu, mais il faut peut-être aussi, quand on discute, par exemple, avec des dirigeants comme les dirigeants algériens, il faut peut-être de temps en temps, quand même, menacer. Parce que la menace,
ça peut marcher, surtout quand vous avez en face de vous des gens qui sont des prévaricateurs et qui possèdent d'ailleurs beaucoup d'immobilier, par exemple dans le 8e arrondissement, et peut-être qu'un jour il faudra penser aux biens mal acquis, voilà, au lieu de s'occuper que des anciens présidents africains déchus type Mobutu, on pourrait peut-être regarder un peu du côté de l'Algérie et vous verrez qu'il y a beaucoup d'argent. Hein. Liberté pour Boualem Sansal. De l'argent qui a été volé au peuple algérien. J'entends. Liberté également d'expression, et je vous ramène à la France pour conclure cet entretien, François-Olivier Gisbert, parce que nous sommes dans un pays où le non-renouvellement de la fréquence de la chaîne C8 a entraîné de fait sa fermeture et la mise au chômage de centaines de salariés. Ce n'est pas une décision politique, a affirmé le président Emmanuel Macron. Alors, je vous pose, voilà, je dis à nos auditeurs qui ne voient pas que vous me faites un signe pour dire que c'est de la foutaise, hein, permettez-moi de prendre ce mot, c'est ce que vous voulez dire. J'allais vous interroger avec votre expérience, quand un président ou un responsable politique dit que ce n'est pas une décision politique, c'est que... Bon, c'est évidemment une décision politique, c'est une honte. L'ARCOM est un peu, comment dire, fait un peu ce que le pouvoir lui dit, d'une manière ou d'une autre. C'est le faux nez de... Oui, bien sûr, et Emmanuel Macron, évidemment, est derrière tout ça. Mais, si vous voulez, moi, je pense que cette affaire est une honte, parce que la liberté d'expression, enfin, dans la presse, pour moi, ça ne se divise pas. Et si vous voulez, moi, je fais partie d'une génération qui a adoré qui adore toujours d'ailleurs, mais enfin, c'est vrai, peut-être de moins en moins, puisque tout ça, au départ, c'était l'idée de supprimer CNews, hein, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Enfin, on l'a lu, on l'a vu, on a entendu des dirigeants dire « il faut arrêter CNews », etc. Et si vous voulez, c'est intéressant, d'ailleurs, ça venait souvent de la gauche. Et la gauche, elle doit faire attention, parce qu'elle a tout jeté par-dessus bord de ses valeurs. L'identité, hein, le travail, qui était quand même célébré par Jaurès. Et puis maintenant aussi, la liberté d'expression. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et là, si vous voulez, moi, par exemple, je me souviens, dans les années 90, je jouais un rôle dans une association de défense de l'humanité, le quotidien communiste. Oui. Je suis pas communiste, j'ai toujours été anticommuniste, je vais vous dire. Et j'aimais l'humanité parce que j'avais un ami qui était rédacteur en chef, qui était Claude Cabane. Et puis, il y avait, d'ailleurs, le meilleur critique littéraire de l'époque, un personnage incroyable, qui était Jean-Claude Lebrun. Et j'ai participé à ce comité de défense. Pourquoi ? Parce que je voulais que l'humanité survive. Et je veux dire, c'est ça la démocratie, c'est d'accepter toutes les opinions. Moi, je suis pas... Surtout celles qui sont contraires. Je suis pas fan de Cyril Hanouna, j'ai jamais été dans son émission, mais donc le sujet, c'est pas ça, c'est que, en plus, c'était la première chaîne de la TNT. Effectivement, oui, avec des records. Il y a quelque chose de... Comment dire ? Ce qui me choque le plus, je vais vous dire, quand je dis que c'est une honte, c'est l'apathie générale avec laquelle cette décision a été accueillie, comme si c'était normal. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal, et merci, ça fait du bien d'entendre votre liberté, François-Olivier Gisbert. À bientôt et bonne journée à vous.